je suis actuellement avec Fred Canvet, donc Bonjour. l'auteur du blog Conseil Marketing, donc l'un des plus gros blogs francophones sur le web marketing. Donc je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que ça fait un moment que je te suis, qu'on se suit sur Twitter et que je visite ton blog, etc. Donc voilà, je pense que tu as des choses à partager avec les e-commerçants. Donc vraiment le cœur de cible de mon blog. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Frédéric Canvet. Donc, je suis web marketer, product manager, et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé également dans l'e-commerce. J'ai débuté dans les années 2000. C'était en 1999 que j'ai commencé dans le premier site e-commerce dans lequel j'ai travaillé. C'était assez marrant. C'était vraiment le début. Du début, à l'époque, donc on était concurrent de Rue du Commerce, une petite société qui venait de se créer et qu'on a essayé de rattraper pendant de nombreuses années. Donc c'était une belle aventure, c'était le début de l'e-commerce en France et c'est vrai que depuis ça a bien évolué. Oui, c'est clair, c'est un peu partie des dinosaures du e-commerce, Rue du Commerce. Oui, à l'époque, oui, c'était vraiment au début, il y avait tout à créer. Mais on s'est bien amusé. C'est vrai que là maintenant, tu vois que les techniques évoluent de plus en plus. Et c'est vrai que on arrive vraiment à une spécialisation dans tous les métiers du marketing. Par exemple, là, tu vois, il n'y a pas très longtemps, on m'a encore demandé, tiens, est-ce que tu connais un spécialiste AdWords? Est-ce que tu connais un spécialiste Facebook Ads? Est-ce que tu connais un spécialiste référencement? Et comme toi, hein, il vaut mieux être spécialiste dans un domaine et faire appel à quelqu'un qui est vraiment bon que faire appel à un généraliste qui n'est pas forcément au cours des dernières technologies et des dernières évolutions. Et moi, je vois rien que pour mon métier, tous les mois, il y a des choses qu'on découvre et qui permettent en fait d'aller plus loin. Et ce qui est intéressant maintenant en plus, c'est que la philosophie que j'ai, qui est l'efficacité maximale, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de résultats en un minimum de temps ou d'effort, maintenant cette philosophie arrive vraiment à percer. C'est ce qu'on maintenant on appelle officiellement le growth hacking. Mais c'est ma philosophie à moi, c'est avec peu de moyens, quand tu as même une petite entreprise, tu peux avoir un gros résultat et c'est ce que j'essaie de faire moi avec mon blog ou pour les entreprises pour lesquelles je travaille. Voilà. Ok. Justement, oui, donc ton blog, a priori tu y arrives pas mal, parce que est-ce que tu peux nous parler de tes statistiques en termes de visites? Ouais, alors grosso modo, le blog, il fait entre 10 000 et 12 000 visiteurs par jour, parfois un peu plus, hein, parce que il y a des pics de trafic. Donc c'est vrai que ça peut paraître un gros chiffre, et c'est vrai que c'est un gros chiffre pour les blogs marketing, parce que sur d'autres blogs, d'autres thématiques, tu arrives quand même à faire venir beaucoup plus de monde. Mais le secret, en fait, il est vraiment dans la longévité du blog. Tu vois, ça fait depuis 2006, j'ai fêté mes 10 ans de blogging il y a pas très longtemps. C'est ça en fait qui apporte le plus de trafic, puisqu'en fait j'ai un certain nombre d'articles que j'écris depuis des années et qui font que finalement les petits ruisseaux font les grandes rivières et à un moment donné, tu vois, j'écrivais quasiment un article tous les jours. Alors bien sûr, c'était de l'article easy writing, c'est-à-dire que c'est de l'article qu'on fait très rapidement. Qui prend 5-10 minutes. À un moment donné, je faisais ça. Maintenant, j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule, puisque la concurrence est devenue beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de contenu de qualité sur Internet. Et donc, j'essaye de faire plutôt du contenu moins souvent, mais du contenu de meilleure qualité et des articles qui sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire que maintenant, je fais grosso modo deux articles par semaine, le lundi et le mardi. Parfois le mardi, un easy writing, encore un truc super rapide. Et grâce à ça, en fait, j'essaie d'avoir du contenu qui soit vraiment le meilleur dans mon domaine d'activité. C'est ce qu'on appelle des articles piliers, les articles de référence, qu'on peut même transformer en livre blanc tellement ils sont bons, parce qu'ils font grosso modo 2500 mots ou voire plus. Donc, ce sont vraiment j'essaie de faire le plus souvent ça. Et donc ça permet d'être une référence, et surtout tu fais de la promo derrière. C'est-à-dire que quand je vais faire un super article comme ça, je passe du temps derrière à faire de la génération de trafic. C'est-à-dire que j'ai une checklist, c'est un petit fichier que je tiens, où je me dis, quand j'ai un super article, qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, je fais un relais sur Twitter, sur LinkedIn, je crée un article sur LinkedIn, je vais par exemple mettre une vidéo derrière. À chaque fois que systématiquement je fais un article de blog, systématiquement quand c'est un bon article, je fais un screencast, c'est-à-dire que je filme mon écran et je redis un petit peu
ce que j'écris, mais de manière un peu différente, je donne des illustrations, etc., etc. Donc j'ajoute un peu de valeur ajoutée. Donc je le mets après sur YouTube, je le mets sur Vimeo, et après je le transforme en fichier MP3 que je mets sur Audioboom ou que tu peux mettre sur SoundCloud, qui sont deux outils. Et après, en fait, ça me permet d'être présent sur iTunes. Et grâce à ça, en fait, en cumulé, je multiplie par 2 ou 3 mon potentiel d'audience. C'est-à-dire qu'un article qui va faire entre 500 et 1000 vues, enfin 1000 vues, 1000 visiteurs, hein, grosso modo, c'est la fourchette normale pour un article que je sors. En le mettant après en vidéo native sur Facebook, eh ben, je récupère à peu près 50, 100 vidéos vues. Je le mets sur YouTube, je récupère une trentaine, cinquantaine de vues. Je le mets également sur LinkedIn, ben, je récupère entre 100 et 200 vues. Je le mets sur mon podcast, je récupère entre 200 et 300 écoutes, etc., etc., etc. Donc en fait, et puis après, j'ai aussi une technique que j'ai expérimentée. Tiens, je vais te montrer là sur LinkedIn parce que c'est plus simple. J'ai moins de contenus qui sont publiés. Mais depuis grosso modo 6 mois, j'ai une technique qui marche bien. Surtout sur LinkedIn, c'est pas forcément la cible des e-commerçants, sauf si vous êtes e-commerçant B2B. Mais en fait, je fais créer des images systématiquement pour mes meilleurs contenus entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'ai un article top que je vais mettre en avant, par exemple là j'ai un article sur le service client, et donc en fait je vais faire créer à peu près une vingtaine d'images comme celle-là. Tu vois ici, quand vous êtes au téléphone, il faut faire que ça, il faut pas regarder sur Facebook, il faut pas faire des trucs. Enfin tu vois, je mets des images comme ça sur LinkedIn, ce qui me permet en fait de multiplier à peu près par 3, 4, 5 le pouvoir de viralité d'un article. Voilà. Par exemple, là, sur le Grow Hacking, j'avais fait une petite image pour remettre en avant du contenu. Donc, en fait, le fait de pouvoir multiplier comme ça les supports les médias, en fait, me permet de donner vachement plus de visibilité à mes contenus. Alors, on n'est pas obligé de les faire créer soi-même, hein. Moi, je le fais créer, j'utilise des services low cost comme Fiverr, qui est une solution en fait de low cost de création de logos, d'images, de vidéos, blablabla. Mais on peut aussi, par exemple, chercher sur Internet des contenus existants qui ne sont pas copyrightés et les utiliser comme ça pour remettre en lumière du contenu. Et après, bien entendu, dans mon dispositif de promotion, j'utilise aussi des outils qui me permettent de remettre en lumière des anciens articles. Par exemple, j'utilise buffer.com. Voilà. C'est un petit outil qui me permet de retweeter mes contenus. Voilà. Donc en fait ici, tu vois, j'ai Buffer et tous les jours à 15 heures, tu vois, il y a un contenu de qualité qui est retweeté. Et donc en fait, je sais que j'ai 15, 20, 30 retweets, etc., etc. Donc tout ça en fait, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Tu vois, je bloque. C'est une version gratuite que j'utilise, qui permet de mettre 10 contenus à la suite. Donc c'est-à-dire que je programme pendant plus d'une semaine des contenus. Voilà. Donc tu vois directement ce que je vais publier dans les quelques jours à venir. Donc ça me permet de me dire tiens, hop, ok, très bien. Tu vois là, par exemple, mon guide de survie de l'e-commerçant, il est prévu aujourd'hui à 3 heures. Demain, il y aura le guide de l'emailing qui va être prévu. Et bien entendu, ça, c'est des contenus importants, mais j'essaye de récupérer une liste de prospects. Donc à chaque fois, en fait, ici, ce sont des liens qui donnent vers des formulaires de téléchargement. Et mon but, c'est d'aller tous les jours récupérer des contenus. Et en plus, là, c'est toujours dans le dispositif d'automatisation. Hop, j'utilise Deliver It, qui me permet qu'à chaque fois que j'ai publié un article sur Twitter, c'est republié après sur LinkedIn, c'est republié sur différents endroits. Alors c'est bien de faire ça, de faire de la republication automatique parce que ça permet de gagner du temps. Le seul truc, c'est que ça te transforme en robot. Et en fait, mine de rien, j'ai remarqué que les gens se rendent compte que quand tu automatises beaucoup, ça se voit un peu trop. Donc j'essaye de réduire cet aspect automatisation-là en publiant manuellement des trucs. Par exemple sur Facebook, j'utilise en fait, je fais de la publication automatique pour mettre un petit peu manuelle et automatique, pour mettre un petit peu d'humanité là-dedans, pour
pour que ça fasse moins la World Company, j'essaye de donner des sentiments, j'essaye de parler de certains trucs, etc., etc. Donc ça me permet de pas être trop loin de mes clients, de mes prospects. Tu vois, là, c'est de l'automatique. Et puis, ça se voit que c'est de l'automatique. Tandis que là, par contre, je suis allé en Belgique il n'y a pas longtemps et j'ai un petit souvenir, une petite avec des belgissimes. Voilà, des trucs belges. Donc, voilà, c'est pour vous donner des petites idées. Et sur Facebook, clairement, ce qui marche vraiment bien, c'est le contenu visuel. Hein. Moi, j'en mets un max de contenu visuel. C'est ce qui marche le mieux. Mais là, on va revenir maintenant sur l'aspect commerçant. Là, je vous ai montré des trucs qui permettent d'animer une communauté, se faire reconnaître comme un expert, bla 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 bla. Ça, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est quand même de générer du lead, générer des ventes, générer du prospect. Et donc, ce que moi, je vous invite à faire, c'est déjà essayer plutôt de générer du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça, en fait, que, par exemple, là, j'étais il n'y a pas très longtemps avec un directeur marketing et on parlait animation de page Facebook, je veux des j'aime, je veux du like et tout ça. Et en fait, je lui disais, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire avec Facebook. C'est vrai que c'est sympa si tu as une communauté importante pour faire revenir les clients, pour les fidéliser. Ta page, elle est plutôt là pour ça. Elle est là pour fidéliser, mettre un lien, mettre de l'émotion avec les gens. Mais ça va pas forcément t'attirer beaucoup de prospects en plus. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est utiliser des outils de Facebook comme Facebook Ads, qui est super puissant et qui est vraiment fait pour ça. Et aller cibler sur les centres d'intérêt, aller cibler sur les professions. Et moi, je le fais régulièrement en complément d'AdWords. Et je dis toujours que AdWords et Facebook, c'est deux outils qui sont complémentaires. Facebook, en fait, on va plutôt cibler des audiences, c'est-à-dire que je vais chercher sur Facebook des gens qui aiment tel truc, qui sont passionnés de tel truc, etc., etc. Et je leur affiche une offre irrésistible pour lesquelles, en fait, ils diraient ah ouais, waouh, c'est vraiment intéressant, c'est un produit d'appel. Et AdWords, c'est différent. C'est tout simplement, je vais capter des gens qui recherchent quelque chose, qui sont en recherche d'achat sur un produit, sur une thématique. Hein, voilà. Bien sûr, AdWords permet de faire d'autres choses, hein, comme par exemple afficher sur des sites. Par exemple, tu as un blog qui est très célèbre, je sais pas si tu vends de la laine, tu es dans le domaine du tricot, tu vas aller afficher la publicité sur des sites de tricot. Ça, c'est le réseau de contenu d'AdWords qui peut marcher pas mal. Alors, il y a bien beaucoup de faux trucs, hein. Il y a beaucoup de faux clics sur le réseau de contenu, donc il faut faire attention. Il faut avoir des campagnes dédiées, mettre un coût au clic qui est très faible, qui est genre 10 fois moins faible au moins. Et puis Facebook aussi, on peut faire plein d'autres choses en plus. Hein. Moi, j'invite tous les e-commerçants à mettre de pixels de Facebook sur leur site pour pouvoir avoir des audiences similaires et comme ça, les pouvoir toucher des personnes qui ressemblent aux gens qui visitent leur site internet. Et le dernier point, là encore, j'avais une e-commerçante qui me disait ah, je comprends pas, j'ai un site internet, j'ai du trafic, j'ai des gens qui mettent des produits dans le panier, mais ils commandent pas. Et j'ai dit, mais attends, déjà, il y a une chose qui est essentielle à faire, mets un chat sur ton site. Alors là, je l'ai pas mis sur conseil marketing parce que je l'ai arrêté parce que j'ai un gros dossier là en cours et j'ai plus le temps en fait de faire du chat parce que le chat en fait c'est hyper puissant. Ça humanise ta marque et en plus ça te permet d'améliorer tes conversions mais de manière de malade quoi. Parce qu'en fait, les gens, parfois, ils abandonnent le panier parce qu'ils savent pas, parce qu'il manque un truc, il manque une information, etc., etc. Et le chat, comme tu vois ici en bas de l'écran, donc il est vraiment bien parce que, tu vois, il est très visible. Est-ce que je peux vous aider, etc., etc. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est un chat proactif. Normalement, au bout de quelques secondes, soit 45 secondes ou un truc comme ça, il va se lancer, il va dire bonjour, vous voulez de l'aide pour un truc ou un truc comme ça. Donc ça, en fait, ça permet justement de limiter l'abandon de panier, d'améliorer la conversion des visiteurs. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être un peu parlé beaucoup, je te laisse peut-être reprendre le fil. Non, c'est super intéressant. Et pour en revenir au chat, moi aussi j'avais installé un chat sur ma boutique et c'est vrai que tu réponds directement aux questions et tu rassures les clients parce que tu es présent, donc ils savent qu'il y a quelqu'un derrière. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même bien mesurer le temps que ça prend. Parce que déjà, ça demande d'être disponible, parce que tu es obligé de répondre assez rapidement. C'est du chat, hein, c'est pas non plus un mail. Donc il faut être assez réactif. Moi, je pense que sur un site e-commerce, c'est pas mal, mais faut peut-être pas le mettre sur n'importe quelle page non plus. Ça peut être intéressant de le mettre sur les produits les plus rentables ou justement dans le tunnel d'achat.
pour éviter les abandons de panier. Mais moi, j'avais constaté que j'avais beaucoup de gens qui, justement, allaient sur le chat et prenaient pas la peine d'aller lire ma FAQ, etc. Et du coup, je me répétais, en fait. Je leur disais ce que j'avais vu sur ce que j'avais mis dans ma FAQ. Et au final, bon, il y avait une progression au niveau des ventes, c'est sûr, mais il y a du temps. Trop de temps, quoi. Donc, ouais, bah moi, ce que je faisais, c'est que j'ai des raccourcis. Et en fait, hop, tac, j'ai des messages automatiques qui apparaissent. Et donc, en fait, le mec, tranquillou, je lui mets enfin, il me posait une question et je lui répondais. Alors, par contre, je suis d'accord avec toi que ça, comment dire, ça te prend du temps. Ça dépend de ton nombre de visiteurs. Après, ouais, la conversion. Moi, par exemple, c'est vrai que tu as raison. Moi, je l'ai mis, par exemple, sur certaines pages AdWords. Parce qu'en fait, tu peux mettre un chat sur une page AdWords, une landing page dédiée, par exemple sur un produit ou quelque chose comme ça. Et sincèrement, ça m'a permis d'aller récupérer quelques clients qui disaient ouais, où est votre prix, alors que le prix il était indiqué quoi. Mais bon, des fois, il y a des gens qui font pas d'efforts. Donc tu as raison, il faut sélectionner ces pages. Moi, je mets dès la home page sur ce site-là parce que c'est un site lead gen. C'est-à-dire que c'est pas un site de vente, c'est un site en fait qui est fait pour générer du prospect. C'est un site B2B et il y a peu de trafic. Mais dès que tu as du monde, c'est vrai que ça peut être chaud. L'autre truc que je mets en place, c'est qu'en fait, tu vois, j'ai un chat proactif ici, mais je suis jamais là. C'est-à-dire que ici, ce site-là, et même sur Conseil Marketing, le chat, il est tout le temps allumé, il se déclenche comme ça de manière automatique, mais je ne suis jamais derrière. Parce qu'en fait, mon but après, c'est d'aller retirer du lead. Et là, ici, par exemple, les gens vont me poser une question. Voilà, tac, tac, tac. Et ensuite, tu vois, comme je suis pas connecté, il va me dire, donnez-moi votre email et votre numéro de téléphone. Et en fait, ça va arriver là, par exemple, je vais mettre ça, tac, tac, et ça va arriver dans mes messages. Alors après, c'est pas idéal parce que les gens vont partir, vont peut-être commander ailleurs, mais tac, ça va en fait envoyer le message et la conversation par mail. Donc ça peut être un petit truc, mais c'est vrai que ça peut être déceptif. Donc à vous de voir. Mais le chat, en tout cas, par exemple, pour la nana là, dont je t'ai parlé pour son problème de conversion, le problème c'est qu'elle savait pas. Elle sait pas pourquoi les gens ils commandent pas, ils savent pas pourquoi ils font des abandons de panier. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir si tu discutes pas avec les gens. Et là, tout de suite, j'attends de ces nouvelles pour qu'elle me dise, ok, qu'est-ce que ça donne, quoi. Ouais, voilà. Je pense que ça peut aussi être utilisé comme ça parce que tu prends la personne à chaud en fait. Parce que, moi, j'ai pas mal de e-commerce. Avant que ce genre de chat soit vraiment... parce que maintenant, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire, mais il y a encore pas très longtemps, c'était encore assez difficile de mettre ça en place. J'avais des commerçants qui venaient vers moi en me disant bon je comprends pas, j'ai des gens qui m'envoient des mails en me disant qu'ils ont un problème, mais voilà, c'est pas précis ce qu'ils disent, voilà, j'arrive pas à reproduire le bug. Et c'est vrai qu'à la limite, tu as un chat qui est dispo à ce moment-là, la personne, en plus il y a certains chats qui donnent la fonctionnalité de voir l'écran de la personne quand elle le manipule. Et donc là c'est vrai que déjà par exemple pour du débugage ça peut être absolument génial parce que si tu as un bug que tu n'arrives pas à reproduire, c'est très difficile de corriger. Et c'est vachement utile ce genre d'outil. Et comme tu le précises là pour la e-commerce en question, si tu as un problème sur un point précis, tu peux très bien mettre en place le chat jusqu'à ce que tu résolves le problème. Donc tu vas consacrer du temps, mais une fois résolu, tu retires le chat. Et après, de toute façon, ce que j'ai pas fait moi quand j'ai mis le chat, et ce que je devrais faire pour en fait vraiment vérifier l'intérêt du truc, c'est de me dire tous les jours pendant 2 heures, j'affiche le chat et je suis présent, donc éventuellement pendant les périodes où il y a plus de monde sur mon site, et j'essaie de mesurer les conversions sur cette période-là par rapport à une période où j'ai pas le chat, tu vois. Et comme ça pour évaluer l'efficacité de l'outil, quoi. Et c'est de toute façon, a priori, faut tout tester de manière assez précise si on peut. Mais sur un système de chat comme ça, je pense que c'est faisable d'avoir une idée de l'impact au niveau des conversions, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que après moi là je t'ai montré mon outil de chat, hein, c'est ClickDesk. Avant j'étais sur Zopip pendant longtemps et là j'ai trouvé un truc qui est vraiment mieux parce qu'ils font du vidéo chat. Alors encore une fois là c'est comme tu as dit c'est du temps, hein, parce que passer de la vidéo avec les gens, tu sais, ils aiment bien discuter, tu perds ton temps, bla 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 bla. Il faut faire gaffe c'est pas trop time consuming et quand même, donc c'est pas mal pour ça aussi. Ouais. Et pour le tracking, maintenant, je suis en train d'expérimenter un nouveau truc parce que je
trouve qu'en fait, voilà, ClickMeter, excuse-moi, je trouvais en fait que Google Analytics est parfois un petit peu complexe à traquer des trucs. Et là maintenant, je suis en train de tester ce nouveau truc-là, c'est ClickMeter. J'ai testé depuis une semaine ou deux. Et c'est vrai que c'est assez simple à manipuler, au contraire de Google Analytics qui est parfois un peu relou. Et en fait là, tu peux vraiment créer simplement des liens traqués. Tu peux voir donc bien sûr avec différentes sources. Tu peux après voir la conversion. Tu peux même créer un pixel de conversion directement. C'est assez sympa. Je l'ai vraiment. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément. Ça vient un peu en concurrence d'un Google Analytics. Si tu maîtrises bien Google Analytics, t'as aucun intérêt de t'y mettre. Mais c'est assez sympa. Je trouve qu'au niveau fonctionnalité, c'est vraiment simple, quoi. Tu vois les conversions, tu vois les clics. Et par exemple, moi j'avais un souci parfois, je voyais beaucoup de clics. Et je me disais, merde, est-ce que c'est des clics, des vrais clics ou c'est des clics de moteur de recherche? Et c'est vrai que là, je l'ai vu tout de suite, il t'analyse les spiders des bots et il t'analyse les vrais clics. Et par exemple, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait appel à un service de promotion sur Twitter. En fait, c'était simple. C'est des mecs qui font de la promotion via des comptes qui acceptent de faire du relais de tweet. Et je dis, tiens, je vais tester. Ça peut être intéressant de voir si ça marche ou pas. Donc j'ai utilisé un petit budget, j'ai créé une URL traquée et après j'ai géré les conversions derrière et j'ai vu qu'il y avait 50% des clics qui étaient des clics de robots, donc de bots, et après je voyais après les vrais clics et je voyais après la conversion et c'est vrai que ça coûtait pas très cher mais la conversion derrière était assez moyenne. Voilà. Donc toi, s'il y a des gens qui se disent putain, Google Analytics, c'est compliqué, j'ai du mal à suivre mes conversions, j'ai besoin d'un truc plus simple. Là, ClickMeter, il peut être assez sympa, il peut même faire de l'affiliation en fait dedans et tout ça. C'est pas mal. Mais ça ne va pas remplacer Google Analytics, mais ça va être assez sympa pour faire des petits suivis de conversion. Voilà. Et tu peux cumuler les deux en fait sur en fait, comme c'est indépendant, tu crées imaginons que, là comme je l'ai dit il y a 2 secondes, tu fasses par exemple un sponsoring de newsletter, tu veuilles en fait dire tiens, je fais un envoi de newsletter avec un partenaire où je fais de la co-registration, tu mets un lien traqué, en plus tu peux avoir des liens liés à ton domaine et non pas des liens genre bit.ly / blablabla, donc tu peux avoir un lien lié à ton domaine. Et donc, ton nom de domaine, c'est-à-dire que ce sera Toto / 1, 2, 3, 4, n'importe quoi. Donc, tu le mets dans ta newsletter, ça fait un lien un peu friendly. Et donc, après, derrière, tu dis, tiens, voilà la page de paiement, par exemple. Tu pourras dire, voilà, il y a eu tant de clics de robots, des clics des vrais trucs. Et tu peux dire, après, tiens, voilà, ça m'a eu tant de conversions. Et bien sûr, tu peux gérer des montants, des trucs comme ça. Et c'est super graphique, alors là, comme je dis, je suis vraiment au début, donc c'est pas encore très significatif, mais c'est vraiment sympa à utiliser, c'est simple. Tu as une version gratuite qui peut aller jusqu'à 1000 clics, mais par contre, tu gères pas les conversions. C'est ça qui est un peu emmerdant dans la version gratuite, donc c'est pour ça que je suis passé assez vite sur la version payante. Après, c'est vrai que si tu as beaucoup d'événements, beaucoup de clics, ça peut coûter assez cher parce que, tu vois, plus tu as d'événements, tu grimpes tout de suite à un montant qui devient assez important, quoi. Mais pour tester des petits trucs, tu vois, on va dire 5000 clics avec des conversions, c'est pas mal quand même. Tu peux en faire de la B-testing et tout ça, c'est assez sympa, quoi. C'est celui-là que moi j'ai pris pour l'instant. On augmente un petit peu le nombre d'événements parce que 5000 clics, tu arrives assez facilement, quoi. Si tu as quelques campagnes AdWords qui tournent, si tu as un peu d'email, par exemple, d'emailing, tu arrives très rapidement à ces montants-là. Mais l'intérêt, c'est que c'est vraiment simple. Vraiment super simple. Peut-être une vidéo de présentation sur ta chaîne de l'outil en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de bien tester d'abord les outils. Parce que là, je suis pas encore... je suis en train de me dire, est-ce que ça va vraiment être plus rentable que d'utiliser un Google Analytics.
Donc je suis encore dans le test. Ouais. Et dès que j'aurai un petit peu testé le truc, je ferai sans doute de toute façon, j'ai vraiment ces outils-là qui sont à forte valeur ajoutée. Je les mets dans la Star Marketing Academy, qui m'a en fait ma mi-formation continue sur le gros hacking. Donc des outils comme ça, j'explique comment ça marche. Et par exemple, là, tu vois, je suis en train de tester un truc aussi ici. Ça sera dans la prochaine version de la Star Marketing Academy. Alors là, je suis peut-être en résolution un peu zoom. Moi, je vais dire un peu de zoom. Parce que là, j'ai fait une... Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis ce que ça s'appelle Response Messenger. Alors, attends, faut que je retrouve le nom. Je vais te dire ça tout de suite. C'est un petit... voilà. Hop, ça s'appelle... non, c'est inspecter la page, excuse-moi. Voilà, c'est un Response Messenger. C'est un truc que je vais mettre dans la Star Marketing Academy que j'ai testé. Ça s'appelle Push Responder, voilà. Push Responder. C'est un petit outil qui permet en fait d'afficher ici un push message. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, dans certains sites internet, tu as des messages qui disent tiens, est-ce que vous voulez suivre l'actualité? Et après en fait, tu as des messages qui apparaissent. Par exemple, tiens, envoie-moi un message sur Twitter. Tu vois, Twitter et Facebook ont activé ça. Si tu m'envoies un direct message sur Twitter, comme j'ai activé le push message, je vais avoir une petite fenêtre sur Twitter qui me dit bah tiens, il y a Olivier Clévence qui vient de m'envoyer un message. Et ben en fait ça c'est la même chose, c'est-à-dire que sur votre site internet, vous pouvez dire aux gens ici le message il est là, ah là il y a la bulle donc on ne voit pas. Voilà, je vous propose de recevoir une sélection de mes meilleurs conseils, la crème de la crème, afin de vous aider à faire la différence sur votre métier. Vous n'allez recevoir que le top de conseils marketing. Non merci, ok. Et s'il clique sur ok, à chaque fois en fait je vais arriver dans un système en fait de messages que je peux envoyer, des messages automatiques ou des messages manuels qui vont en fait leur permettre en fait d'avoir un petit message disant tiens voilà les dernières actus, la promo, on sort une nouvelle version de tel produit, etc., etc. Et là en fait ça leur enverra un message via le navigateur, une petite alerte en fait, et c'est assez puissant en fait. Alors il faut faire attention à pas multiplier non plus les fenêtres pop-up. Ah, tiens tu vois, il y a Facebook là qui m'en a envoyé une. Michael Lafrasse, Ask to Join, le Bon Plan Paris, etc. Donc c'est exactement ça. C'est ça une push message. Et ça marche sur IE, non, ça marche sur Chrome. Je crois que ça marche sur IE ou Mozilla, mais pas tous. Mais en tout cas, ça marche sur une partie des navigateurs. Et ça, encore une fois, toi, c'est des petits trucs. Si tu ne tiens pas au courant de l'actualité marketing, tu peux vite tomber à côté. Alors, encore une fois, il faut... On a les résultats là-dessus? Je suis en train de le mettre en place. Donc c'est vraiment le début. Là, le taux de conversion n'est pas formidable. C'est-à-dire que je dois être à peut-être 1% de conversion de visiteurs, un peu moins. Il faut que je refasse le calcul. Je suis entre 0,5 et 1% de conversion pour ça. Et après, bien sûr, grâce à ClickMeter, tu vois, je vais mettre un petit message, je vais traquer le lien. Et je vais tout de suite savoir sur un message envoyé, je sais pas, à 500 ou 1000 personnes qui sont abonnées dessus, combien je ferai de ventes ou combien je ferai de clics. C'est pour ça que ClickMeter est assez sympa, parce qu'avec Google Analytics, tu galères un peu parce que tu vas aller voir dans tes conversions, machin et tout ça, t'as pas cette idée qui est vraiment en 3 clics, je fais ma campagne, tac tac, et je vois tout de suite les résultats. Donc voilà. Bah, tu peux le faire, mais donc, oui. C'est plus compliqué à faire dans Google Analytics. Ouais, parce que c'est un outil qui est tellement puissant. Même moi, tu vois, Google Analytics, je pense que j'utilise à 5% de ses capacités. Que pour des petits tests comme ça, qui sont des tests marketing, autant Google Analytics, il est vraiment super pour tout ce qui est, ok, tu suis les conversions AdWords, machin, tout ça, tu as les visites, c'est super. Mais autant pour des petits tests comme ça de très pointus, je trouve que c'est un bazooka pour tuer un moustique. C'est beaucoup plus simple d'avoir un outil qui est beaucoup plus, beaucoup moins évolué. Alors, en revanche, là encore une fois, je fais un truc qui est important, que tes auditeurs qui sachent. Attention à pas se faire prendre par les effets de mode. C'est vraiment un des plus gros dangers que je vois en fait en web marketing de manière générale. C'est attention aux effets de mode. Par exemple, il y a des gens qui vont dire ouais, la grosse mode maintenant c'est Snapchat, il faut être sur Snapchat, c'est génial. Ou le petit message que je t'ai montré il y a 2 secondes là, ouais, c'est génial, c'est un nouveau moyen d'aller convertir les clients. Ou ClickMeter, waouh, c'est génial, ça va vous permettre d'aller
suivre les campagnes. Il faut faire attention, parce que dans le marketing, tu as beaucoup d'outils qui sortent, et il ne faut pas partir tout le temps à la chasse du nouveau. Il faut rester sur ses fondamentaux, en particulier dans l'e-commerce. Hein. Il faut dire clairement que voilà, tu as AdWords, tu as Facebook Ads, tu as les places de marché, tu as les SEO, tu as l'affiliation. Tout ça, en fait, ce sont des basiques, des fondamentaux qu'il ne faut pas en fait négliger. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais pas, comme tu dis, le chat, hein, c'est un bon exemple aussi, le chat, tu peux facilement y passer des heures si tu fais pas gaffe. Il faut faire attention à la rentabilité et se concentrer sur ce qui marche vraiment. Ouais, dès que tu as un nouvel outil, il faut forcément déjà définir une stratégie sans que ça passe par trois jours d'études, mais tu peux définir une stratégie, des objectifs, et à partir de là, tu peux vérifier si c'est efficace ou pas, parce que sinon, en effet, tu peux rajouter tout ce que tu nous as présenté, tu peux le rajouter, tu vas déjà risquer de transformer un peu ton site en sapin de Noël, et tu vas t'éparpiller, et derrière, si tu ne mesures rien, tu n'as aucune idée de ce qui fonctionne, et d'autant plus que si tu n'as pas moyen de traquer précisément, tu commences à utiliser plein d'outils différents, tu ne sais pas lequel te booste tes ventes en fait. Et ouais, par exemple, tiens, j'ai un exemple il n'y a pas longtemps qui est vraiment assez frappant. Tu vois, c'est pour un site en fait, là c'est un site B2B. En fait, il cherche à vendre en fait du logiciel, et c'est assez marrant parce que il me disait ouais, c'est génial, on a mis le chat sur le site internet, ça nous ramène vachement de prospects super chauds, on est super content, bravo. Je dis ok, très bien. Puis on analysait donc les campagnes, les sources de prospects, et puis donc le chat, bam, ça avait explosé tout d'un coup leurs sources de trafic et de génération de prospects. Et puis je leur disais mais ouais, on va investir plus de temps, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis je leur dis mais ok, mais le chat c'est juste un outil en fait, c'est pas un canal de génération de trafic. Et j'ai dit mais ok, mais d'où ils viennent ces gens-là? Et c'est vrai que dans le chat, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir en fait quelle est la source d'entrée dans le site. Et finalement, en faisant une petite analyse, on s'est rendu compte en fait que c'était le SEO que j'avais fait il y a quelques temps de ça, qui avait ramené, on va dire, allez, un tiers des visiteurs. Après, tu avais un peu de Facebook, tu avais un peu d'AdWords. Mais en fait, pour eux, le canal qui générait du prospect, c'était le chat. Or, en fait, les vrais canaux qui généraient du prospect, c'était encore de l'AdWords, c'était du Facebook et c'était du SEO. Donc, en fait, il faut encore une fois bien identifier d'où ça vient. Et par exemple, en SEO, il y a quand même pas mal de choses. En e-commerce, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à travailler. C'est pas simple parce que forcément, on n'a pas forcément le contenu, on n'a pas forcément le temps, etc., etc. Mais sur le long terme, c'est quand même assez intéressant parce que le problème de toutes les techniques de PPC, c'est que tu payes, et tu es toujours un petit peu à la merci il faut toujours avoir du budget. Et le référencement naturel, c'est quand même un investissement plus sur le long terme. Après, bon, il y a plein de choses. Moi, j'ai testé pas mal de choses en référencement naturel. Hein. J'ai testé des écrivains professionnels, des rédacteurs, à la fois en low cost et en vrai truc. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une bonne technique de référencement. Il faut travailler donc bien sûr les contenus, il faut travailler les liens. C'est du gros boulot. Moi, je vais travailler donc pour une boîte là pendant 3 mois sur la création de contenu. Alors donc ça a porté ses fruits, mais c'était quand même un gros boulot pour générer du trafic et générer des liens, quoi. Ouais. Et ben justement, donc on parlait tout à l'heure de ton blog qui a quand même des statistiques très intéressantes. Voilà, moi souvent, c'est quand même un conseil que j'essaie de donner aux e-commerçants parce que je trouve que le blog a quand même beaucoup d'avantages pour un e-commerçant, même si on est d'accord que l'objectif du e-commerçant, c'est pas forcément d'amener du monde, c'est de déclencher des ventes. Mais voilà, moi je leur conseille souvent de réfléchir si un blog serait pas intéressant parce que ça permet quand même de donner confiance aux clients, de faire du contenu régulièrement plus facilement que sur des fiches produits, etc. Et c'est un apporteur de trafic, etc. Toi, alors déjà, donc tu blogues très souvent. Donc j'ai 2 questions. Qu'est-ce qui te donne envie de bloguer aussi régulièrement? Qu'est-ce qui te plaît dans le blogging? Et tu disais que tu
tu es capable de rédiger très rapidement. Est-ce que tu as des petites techniques, notamment en easy writing, à partager qui permettent de bloguer souvent sans non plus y passer un temps incroyable? Parce que justement, les commerçants, pourquoi ils lancent un blog? C'est pour deux raisons. Un, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils vont dire, et deux, ils n'ont pas le temps. Donc, est-ce que tu as des techniques? Oui, bien sûr. Alors en fait, pour moi, il y a grosso modo deux types de contenu sur un blog. Je caricature un peu, mais on va dire il y a deux types de contenu. On prend même pour être deux ou trois. En fait, le premier, en fait, c'est le contenu SEO. Alors le contenu SEO, même si on en fait toujours un petit peu, on essaye de plus trop en faire, c'est comme ça reste quand même ce qui marche pour générer quand on est sur une thématique qui n'a pas un gros une grosse concurrence, c'est-à-dire que ça marchera pas sur l'informatique, ça marchera pas sur je sais pas, les trucs vraiment, enfin les produits d'hygiène, etc. Ça va être compliqué d'y être présent, mais sur les produits un petit peu segmentés, le contenu SEO est vraiment bien. C'est un contenu SEO, c'est un contenu qui est fait pour plutôt Google. C'est-à-dire qu'on va se positionner sur un certain nombre de mots-clés. Moi, j'utilise plusieurs outils. Bien sûr, tu as le Keyword Generator d'AdWords. Bon, j'y reviendrai pas pendant des heures, mais tu as aussi SEMrush qui est assez sympa, qui te permet en fait d'identifier. Comment? D'ailleurs, j'ai vu ça il y a quelques jours. Ils ont fait une mise à jour sur le Keyword Planner de Google et on n'a plus vraiment les valeurs qu'on avait avant. Je sais pas si tu as vu. Ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est... Alors, je vais me rappeler mon mot de passe. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs comptes. Alors ça, c'est SEMrush, par contre, c'est un produit qui est... comment dire? Qui est... voilà. Je sais pas si c'est mon compte principal. Qui est payant et qui est un petit peu cher. Mais bon, ça peut être... ça peut être intéressant. Alors là, bah, si tu as une idée, alors on va taper rue du commerce, ruducommerce.fr. Ça permet en fait d'analyser quels sont les mots-clés qui sont les plus qui rapportent le plus de trafic sur un site internet. Voilà. Hop. Donc en fait là, il va te dire, bah voilà, il te montre aussi les annonces AdWords des concurrents. Là par exemple, tu vois, en display, a priori, il a réduit son budget display. Et là, en fait, tu peux voir hop, un peu lent là. Donc ici, tac, tu peux voir en fait, hop, je te remets tout de suite. Là, tu peux voir en fait les clés qui lui ramènent le plus de trafic. Par exemple, ici, c'est iPhone 6S, etc., etc. Bon, là, rue du commerce, malheureusement, c'est du... il y a beaucoup de mots-clés, donc en fait, tu n'auras pas forcément des mots-clés qui sont pertinents. Sur un petit site e-commerce, ça va être beaucoup plus intéressant. Là, tu peux dire PS, parce que toi, ça va nous sortir des PS4, iPhone, par exemple Stan Smith, pas cher. Tu vois, ça c'est intéressant pour un e-commerçant de se dire, tiens, un mot-clé qui est beaucoup tapé, ici, tu vois, tu as quand même 22 000. Donc ça, c'est la concurrence, si je me souviens bien. Tac. Voilà, difficult. Donc ça, c'est la difficulté à se positionner là-dessus. Donc tu peux identifier des mots-clés comme ça qui peuvent être intéressants pour toi. iPhone 5, 6S. C'est marrant qu'il y a encore des gens qui recherchent ce genre de mots-clés-là. Ça, c'est dans les 6 derniers mois, tu peux chercher sur d'autres périodes. Et donc c'est quand même sympa de se dire, tiens, quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez mes concurrents. Alors, à partir de ça, en fait, tu vas aller créer du contenu sur ton blog ou des pages sur ton site e-commerce ou des fiches produits avec ces mots-clés-là. Par exemple, tu es dans le Stan Smith, c'est des... je crois que c'est... Je suis pas très mode, moi, Stan Smith, c'est des chaussures. Je sais pas, Stan Smith. Ah, je crois que je sais pas ce que c'est. C'est des godasses. Tu vois. Donc en fait, si tu vends des chaussures, tu vas dire que je vais créer sur mon blog une page qui va se nommer Stan Smith pas cher. Et là, en fait, tu vas dire comment avoir des chaussures Stan Smith pas cher. La première chose, c'est les acheter sur Internet. Il y a à peu près X ou moins de pourcents par rapport à une boutique réelle. D'ailleurs, si vous commandez via ce lien, vous avez un bon de réduction de 2 € sur le prix ou 5 € sur votre Stan Smith dans notre boutique. Voici le lien pour acheter la Stan Smith, machin, blablabla. Puis derrière, tu dis, Stan Smith, c'est une vieille marque qui date de blablabla. C'est super à la mode. Tu rajoutes une ou deux images, tu rajoutes une petite vidéo de Stan Smith. Et voilà, tu as un contenu, entre guillemets, SEO.
C'est-à-dire que c'est un contenu qui est fait plutôt pour Google, qui est fait bien sûr pour convertir, parce que si tu crées un contenu et que tu lances pas un appel à l'action pour commander chez toi, pour t'inscrire à un newsletter ou pour faire un truc, ça ne sert à rien. Il faut véritablement que cet article SEO soit fait pour ça. Alors donc bien sûr cet article SEO, soit tu le fais toi-même, soit tu le fais rédiger par des rédacteurs. Alors tu as bien sûr TextBroker, tu as TextMaster qui existe, qui permettent en fait d'avoir des rédacteurs. Par contre, la qualité est toujours pourrave, même si tu mets des étoiles assez importantes, c'est souvent pourrave. Il faut vraiment faire gaffe et sélectionner des bons rédacteurs, et tu as toujours une relecture à faire. Mais bon, moi j'utilisais surtout comme brouillon entre guillemets. Je leur disais, bah voilà, tu prends un article par exemple en anglais sur cette thématique-là, tu as traduit, enfin je lui donnais 2-3 articles en fait sur, par exemple on va dire, tu tapes Stan Smith, hop, how to choose Stan Smith. Ok. Alors, j'ai pas mis la bonne orthographe. Ça, c'est un truc qui est How to choose Stan Smith. Et là, en fait, toi, tu as deux, trois articles. Bon, Stan Smith ou Superstar. Enfin, voilà, tu envoies ces liens-là sur TextMaster ou TextBroker. Tac. TextBroker, par exemple. Voilà, tu vas sur TextBroker. C'est à peu près... une dizaine d'euros l'article, de 500 mots. Et là, en fait, tu dis, bah voilà, tu me crées un article de 500 mots sur le thème Stan Smith pas cher. Voilà. Et dedans, tu vas devoir dire tel mot, tel mot, tel mot. Et pour t'inspirer, parce que généralement, les mecs, ils connaissent rien, tu t'inspires de ces deux articles-là sur comment choisir une Stan Smith dedans. Et donc là, tu as orienté le truc, tu as le titre qui sera choisir une Stan Smith, tu as le contenu, toi tu rajoutes après ton bon de réduc ou ton truc, et voilà, tu as ton contenu, tu n'as plus qu'à copier-coller, tu fais une petite mise en forme, tu rajoutes une image, et tu peux en un quart d'heure avoir un contenu important. Est-ce que tu as déjà pratiqué à l'inverse? Parce que voilà, après, chacun gère ça comme il le sent, mais c'est vrai que, après, comme tu le dis, la rédaction, elle n'est pas forcément au niveau de ce que tu veux sur ton blog, donc peut-être que derrière, tu es obligé, comme tu le dis, d'utiliser comme un brouillon. Est-ce que par contre, à l'inverse, et moi c'est quelque chose que je voudrais faire, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je pense qu'il me ferait gagner pas mal de temps dans la rédaction de mes articles, c'est est-ce que tu sous-traites parfois la recherche d'informations? Parce que si tu connais rien en Stan Smith, par exemple, comme c'est notre cas a priori pour nous deux, et qu'on veut faire un article dessus, on va peut-être passer plus de temps à trouver de l'info qu'à rédiger l'article. Et est-ce que... C'est pour ça en fait que... Alors après ça c'est du contenu SEO, hein. Du contenu SEO c'est du contenu un peu pourrave, faut pas s'attendre à des miracles. C'est pour ça que une bonne astuce c'est prendre du contenu en anglais. Ne pas le traduire, c'est important, hein, parce que tu n'as pas le droit de faire traduire un contenu direct. Tu donnes au rédacteur des inspirations. C'est vraiment... Et moi à chaque fois je le dis, don't copy, deux c'est peut-être pas assez, moi généralement je donne deux, trois articles, 3 au moins. C'est important de dire tu t'inspires de ça. Et donc un mec même qui connaît rien au Stan Smith, il est capable de faire un truc qui tient à peu près la route, quoi. Et bien sûr ces articles-là, SEO, faut pas les mettre en avant sur son blog. Ma technique, c'est pas de les publier au jour même, c'est que tu les publies à peu près 3 mois, enfin pas 3 mois, allez, 1 mois derrière. C'est-à-dire que tu le publies, tu l'antidates. Donc en fait les tes ils le verront régulier, ils le verront jamais. Mais par contre, tu vas le tweeter sur ton compte Twitter ou sur un compte Twitter justement annexe. C'est-à-dire que tu vas pas le faire sur ton compte principal parce que tes lecteurs vont dire mais c'est quoi cette merde. Tu vas le mettre sur un compte Twitter ancien. Comme Google, il scanne systématiquement tous les tweets qui sont faits, il va être référencé tout de suite. Et donc là, tu auras ta page qui sera référencée et vue même si tu l'as publié 1 mois après. Donc ça, c'est la première partie. Hein. On est bien d'accord, c'est du contenu SEO pourri. Tu vas pas avoir des miracles avec. Mais par exemple, moi je le fais, par exemple, quand les gens me disent oh là là, en SEO ça va pas, en SEO il y a on n'arrive pas à générer beaucoup de contenu et on a besoin en fait d'être présent sur un certain nombre de mots-clés rapidement. Et là, par exemple, je l'avais fait pour une marque, on a fait un article de blog tous les mois pendant 90 jours, donc 90 articles de blog qui ont été publiés pour se positionner sur des mots-clés. Alors, comme je le disais, hein, si tu as du trafic, si tu as un truc qui est super concurrentiel, ne rêve pas, des articles comme ça ne marchera pas parce que il faut des liens depuis d'autres sites pour faire remonter ce genre de contenu-là.
et je rentrerai pas dans le détail sur comment on fait des liens, on achète des liens, on fait des liens internes parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, là si tu es sur une thématique un peu précise, que tu as des mots-clés, ça peut le faire. Alors bien entendu, sincèrement, le SEO, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais je vous montre un exemple. Il faut bien sûr avoir des pages principales et en dessous des mots-clés secondaires qui pointent sur le mot-clé principal. Il y a vraiment de la technique à faire, c'est pas juste allez tac, je vais produire des trucs tout pourris. Le deuxième point aussi pour le SEO, le contenu SEO, ce que je fais beaucoup, c'est l'inventaire de contenu. Alors pour les commerçants, parfois c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément un inventaire de contenu, sauf si tu es producteur. Si tu es juste un distributeur de produits grand public, trouver du contenu original, c'est compliqué, mais quand tu es par exemple fabricant, bah, tu peux avoir par exemple des fiches produits PDF que tu as sortis il y a 10 ans, tu les scannes, tu fais un OCR, et après tu le récupères dans ton site web, et tu peux créer comme ça du contenu. Alors c'est ce que j'appelle l'inventaire de contenu. L'inventaire de contenu, ça marche bien donc quand tu as une belle antériorité, tu as du contenu existant, tu es fabricant, etc., etc. Et là, en fait, tu peux produire comme ça, par exemple, là, les 90 articles, il y avait une bonne moitié qui venait de là, en fait, hein, même plus, qui venait en fait d'inventaire de contenu, qui est généralement du contenu de bonne qualité en plus. Voilà. Donc là, c'est le premier truc. Le contenu SEO, on produit du contenu. Après, comme je le disais, il y a tout l'aspect lien, etc., interne, etc., qui est super important. Et je ne vais pas y revenir parce que c'est autre chose. Et l'autre chose, après, c'est exactement ce que tu disais, c'est l'article de qualité. Là, l'article de qualité, en fait, c'est par exemple un guide d'achat. C'est par exemple un point de vue sur un secteur, c'est une étude qu'on va faire, c'est par exemple une infographie ou des choses comme ça, dont le but, en fait, c'est pas d'être positionné forcément sur du mot-clé, même si on peut le faire, par exemple guide d'achat pour choisir tel truc, mais le but, en fait, c'est d'avoir un contenu de référent qu'on va pouvoir faire buzzer. Et comme je disais, ces fameux process de buzz que je détaillais auparavant, c'est-à-dire que quand j'ai un super contenu, eh ben par exemple, je vais le relayer sur ma newsletter, je vais citer des gens qui sont connus dedans, des blogueurs, ça peut être aussi des gens des magazines, des choses comme ça, en disant tiens voilà j'ai relayé votre contenu, ça peut être des experts dans un domaine d'activité que je vais interviewer, enfin bref, ce contenu d'expert doit être fait donc bien sûr pour avoir vraiment un super contenu, mais après je dois prévoir la technique de promotion, comment je vais pouvoir attirer des gens derrière et comment je vais pouvoir le valoriser en utilisant différents canaux, différentes plateformes. Voilà. Alors par contre c'est un vrai boulot, hein, c'est du temps. Et comme tu disais, les commerçants n'ont pas forcément le temps de le faire, donc ils peuvent le déléguer à une personne, un community manager, c'est possible. Mais après, pour réaliser du super contenu, j'ai plusieurs techniques. Moi, par exemple, tu vois, j'utilise beaucoup mon iPhone. Enfin, c'est un peu un iPhone maintenant, d'ailleurs, c'est un Samsung. Et j'ai une application native qui s'appelle tout simplement l'enregistreur vocal. Voilà, l'enregistreur vocal de l'iPhone. Tac. Enfin, de l'iPhone du smartphone. Donc en fait, moi quand je suis en fait de chez moi au métro, j'ai à peu près 7 minutes de trajet. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis à pied et que je suis un peu en forme, parce que parfois je suis un peu fatigué auprès de ma journée ou le matin, je pense à autre chose. Mais quand je suis en bonne forme, en fait, tu vois, je prends mon téléphone et tac, je parle et je dis ben voilà. Aujourd'hui, on va parler de ceci, cela, blablabla, bla, 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 et je déroule en fait une thématique en fait. Et j'ai fait pareil avec certains de mes clients qui me disent non mais j'ai pas le temps d'écrire un article. Et ça, je me rends compte, hein, un e-commerçant normalement il n'a pas le temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de le bloquer pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le téléphone, je le mets à côté de lui, puis je lui dis ben voilà. Alors tu vas me parler de comment choisir une paire de baskets Stan Smith. Alors là, le mec tout de suite il dit, choisir une basket Stan Smith, il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla. Et voilà, je dis, là, on fait ça pendant 2-3 minutes. Et voilà, tac, t'as un article, t'as plus qu'à se faire retranscrire en externe. Tu peux encore utiliser des prestataires externes sur redacteur.com, freelance.com ou Fiverr.com, et tu trouves un mec qui va te prendre ton audio, il va t'en faire un article, et après, t'as plus qu'à faire une certaine mise en page, en fait, de ton contenu. Et moi, c'est ce que je fais pour tous les gros articles maintenant. Je ne fais plus enfin, si, je le fais de temps en temps, mais généralement, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de défricher le terrain avec de l'audio
sur un contenu. Donc j'ai sur mon téléphone en fait ma prise de notes avec une structure. Donc, je me dis bah tiens, je vais parler de ça. Puis après je parle et ensuite après je fais transcrire et j'ai vraiment ma trame et j'ai plus qu'un peu à mettre en forme, remettre des trucs. Et ça me permet d'écrire des très gros articles en assez peu de temps en fait, parce que en 7 minutes de parole, tu peux en dire des choses. Ouais. Et surtout il y a une structure. Hein. Il y a une structure qui est la structure des 7 W. C'est-à-dire que tu dis when, why, where, how much. Donc c'est qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui et combien. Grosso modo, hein, c'est toutes les questions classiques. Et quand tu réponds à toutes ces questions dans un podcast, normalement, bah, tu as épuisé le sujet. D'accord. Ok. Ouais, après moi, pareil, dans les moyens de faire des articles qui peuvent très bien marcher, c'est justement, bah, tu as pu traiter, faire des petits articles, des vidéos, des petits podcasts sur des sujets, donc tu as traité juste un sujet, et au final, bah, si tu as fait une dizaine de podcasts, bah, parmi ces podcasts, on a peut-être 5 qui vont parler d'une thématique complète, et il suffirait de les réunir, de remanier un petit peu le truc, et tu as un article bien complet sur un sujet. Par exemple, je sais pas, t'as présenté des outils, dont certains sur les réseaux sociaux, et à un moment tu peux récupérer tous les outils dont tu as pu parler dans des vidéos et expliquer comment gagner du temps sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ça m'arrive de faire ça. Et voilà, j'ai un article que tu connais parce que tu l'avais partagé, c'est 29 outils SEO gratuits. Au final, j'ai tout simplement récupéré les outils que j'utilisais, les outils que j'ai déjà vu pas mal de fois que j'utilisais pas, donc j'ai testé vite fait. Et j'ai demandé, je t'avais demandé à toi et à quelques autres personnes s'ils avaient des outils. Et voilà. Et sur les 29 outils, j'ai dû en chercher moi-même, que je connaissais pas, j'ai dû en chercher 5, quoi. Je les connaissais tous d'une manière ou d'une autre. Donc, et cet article-là marche pas mal et il est assez long. Et c'est vrai que du coup, il n'a pas été très long à rédiger en fait comme article. Ouais. C'est pour ça que c'est important de dire que tu as vraiment deux types de contenu. Tu as le contenu SEO pourri, qui marchouille encore. Comme je disais, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est pas avec un article de 250 mots que tu arriveras à te positionner, sauf si c'est une expression à faible trafic. On l'a vu tout à l'heure, là, tu vois, avec en e-commerce, tu vois ici la difficulté du mot-clé. Hein. Il est ici. Hein. Donc là, tu vois si c'est dur ou pas. Et donc tu peux t'amuser comme ça à dire ok, sur des petits trucs je vais pouvoir faire quelque chose. Sur des gros mots-clés c'est un peu compliqué et à ce moment-là tu fais plutôt un article de qualité, tu cites des influenceurs dedans, tu demandes un relais, tu vas sur Twitter faire la promo. Alors bien sûr Twitter, encore une fois pour l'e-commerce, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur outil. Les outils comme Facebook sont parfois beaucoup plus intéressants, ils sont souvent même plus intéressants. Il faut se méfier, comme tu l'as dit, il faut faire attention au temps. Les médias sociaux, c'est bien, un blog, c'est bien, mais le cœur de business, tu l'as dit tout à l'heure, pour un e-commerçant, c'est de générer du prospect, du lead. Et le SEO, les médias sociaux, c'est plus sur le long terme. Par contre, ce qui est bien, par exemple, tu as notre ami Rémi Bigot, que tu connais, de la Fée Corsetée. Sa femme, en fait, elle est dans le domaine des vêtements sur mesure, chez Corseté, voilà. Elle est dans le domaine vraiment du sur mesure, de la valeur ajoutée, elle a peu de clientes, blablabla. Donc c'est pas le volume, mais en fait, tu vois, elle utilise ça pour rencontrer ses clients. Tu vois, osez-vous venir à ma rencontre, 13 au 31 octobre. Je crois qu'elle fait un tour de France, tu vois, et elle montre en fait les coulisses de sa boutique. Elle montre des réalisations, elle montre ses clientes qui sont super contentes. Tu vois, ça, c'est un vrai... Toi, elle met de la vidéo native. Tu vois, elle a quand même 500 commentaires, quoi. Et, 500 commentaires, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Même moi, tu vois, j'ai pas ce niveau-là parce que moi, Facebook, je l'utilise plus comme un relais d'information. Elle, Facebook, elle l'utilise véritablement comme un... comment dire, pour avoir du lien avec ses clientes. Elle discute avec elle parle avec elle, elle montre des réalisations, elle montre ses clientes, elle montre son atelier. Tu vois, c'est un bel usage. Je pense que c'est un usage intéressant et à prendre un exemple pour un e-commerçant sur comment je vais faire ça. C'est vraiment, tu vois, regardez, si en plus tu as des photos de mariage qui sont,
c'est parce que c'est sa thématique à elle. C'est vraiment, voilà, c'est un bon usage. L'exemple, il est vraiment parfait parce que, voilà, il faut vraiment tester et réfléchir où se trouvent nos clients parce que autant toi comme moi, on a tous les deux une page Facebook. Moi, elle est relativement automatisée et c'est pas ma stratégie pour l'instant, mais de toute façon, on sait pertinemment que nos clients sont pas vraiment sur Facebook. Il y a un côté, comment dire, personnel dans Facebook qui fait que le B2B c'est pas vraiment la place du B2B. Et là, justement, au contraire, là, on va parler de mariage, etc. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de partager cette info-là sur Facebook. Et du coup, évidemment, elle a tout intérêt à travailler Facebook et une stratégie comme elle fait là, où elle est proche de ses clients et d'utiliser Facebook pour ça. Et ben, ça se voit que ça marche, parce que j'ai vu, elle a pas mal de fans, et chacune de ses publications a quand même un bon résultat. Donc, non, c'est clair que il faut... Ouais, tu vois là, par exemple, elle offre un cadeau tous les mois. Tu partages, tu likes, tu fais un machin, bam, t'as le droit à un petit cadeau. Toi, toi, elle peut offrir, comme elle est productrice, elle peut très bien offrir une broche, elle peut très bien offrir un truc, et là, directement, tac. Et tu vois, elle met du liant, c'est assez intelligent. En fait, Rémi, c'est vrai que là, et sa femme, ils font un bon boulot. Toi, elle montre les tissus. Alors, je sais plus tous les combien de temps elle publie. Mais tu vois, tu rentres en fait dans l'intimité, puis tu partages la vie de la créatrice. En fait, ça permet d'humaniser une marque. Parce qu'en fait, c'est une erreur que font souvent beaucoup des commerçants. Et c'est vrai que, en fait, ils veulent faire comme si c'était une multinationale. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Les gens, en fait, achètent pas à des machines, ils achètent à d'autres gens. C'est l'émotion qui déclenche la vente. Et c'est vrai que moi, sur mon blog, tu vois, pendant longtemps, tu vois, mon blog, c'était une passion. Tu vois, j'avais comme objectif de dire, tiens, je vais créer le site et je vais le vendre un jour. Parce que, c'est pas mon métier, quoi. Et puis, en fait, finalement, c'est devenu une passion. Et il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais conseil marketing, vous êtes combien dans l'équipe, etc. Mais moi, je suis tout seul. Et donc, j'essaye de m'humaniser un peu plus. Alors, même dans les blogs et dans les fiches produits, il faut essayer de mettre de l'émotion. Maintenant, tu vois, je ne dis pas mais j'essaie quand même de le mettre de plus en plus. Là, par exemple, tu vois, dans le dernier truc, j'ai dit j'apparais dans une vidéo, machin, etc. Donc, c'est essentiel d'humaniser et pas de vouloir faire la Word Company, parce que un e-commerçant qui fera ça, il va perdre toute l'humanité. Là, par exemple, là dans la dernière, ici, là, je dis j'apparais dans le truc, je suis présent, blablabla. Donc c'est vraiment essentiel de faire ça. C'est vraiment important de montrer qu'on est une personne, qu'on n'achète pas à une Word Company, surtout quand on est une petite boîte. C'est vraiment, s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est ça, toi. Jordan de Ouvrières était nécessaire dans ce épisode, vous me verrez dans le rôle du conseiller Pôle emploi, blablabla. Donc c'est vraiment important de faire ça, de montrer qu'on est une personne. Et sur tous les sites e-commerce, moi j'incite vraiment les gens à montrer des photos de leur tête, etc. Ça donne plus confiance déjà, et puis t'achètes à des personnes qui sont en face de toi, plus que t'achètes du prix. Et en plus, quand on veut essayer de jouer directement, on va dire, dans la cour des grands, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en gros, on est tout petit et qu'en face, on va vouloir se frotter à Amazon, eBay, Cdiscount, etc., qui, eux, sont gros. Et si on veut avoir l'air d'être comme eux, malheureusement, ça veut dire qu'on va les avoir en concurrence et que du coup, on va essayer de discuter, de s'exprimer comme eux, etc., mais on n'a pas les mêmes moyens. Et on ne pourra pas lutter contre Amazon, surtout quand on se lance au départ. Moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à pas mal de mes commerçants. J'ai une e-commerçante qui fait du personnalisé, donc c'est des produits personnalisés pour bébés, etc. Et le discours qu'elle avait au départ, c'était et voilà, on avait l'impression de l'avoir... Exactement. Alors qu'elle vend du personnalisé. Et pour moi, ça va à l'encontre de l'idée de ces produits, de vendre quelque chose de personnalisé, etc. On a envie de savoir qui est derrière, que c'est cette personne-là et qu'elle est passionnée, qu'elle est à l'écoute, qu'on peut l'appeler. C'est exactement ça. Toi, c'est comme on vient de voir avec la fée corsetée, c'est exactement la même chose.
C'est je suis là, je suis une personne, vous pouvez me demander, c'est pas la World Company, on n'est pas un atelier de 50, c'est je fais pour vous, je vous écoute, on passe du temps au téléphone, blablabla. Quoi. Ok, super. Bon, alors, du coup, on a parlé tellement de choses que j'avais prévu des questions, mais on a répondu à une bonne partie, du moins en partie. Alors, je regarde rapidement ce que j'avais dans mes questions. Ouais, donc alors bon, on a parlé rapidement sur donc les réseaux sociaux, donc voilà, pour toi, on est plus sur Facebook, etc. Tu nous as montré aussi un petit peu comment gagner du temps avec. Moi aussi, j'utilise des techniques, notamment Buffer en version payante aussi, permet de gagner pas mal de temps. Moi, je l'utilise comme ça. Est-ce que... C'est vrai que moi, j'utilise pas mal d'outils. Hein. T'as Buffer, t'as Zapier aussi, qui est vraiment sympa. C'est un truc d'automatisme qui permet de relier plein de trucs à plein de trucs. Bon, après, quand tu es développeur, je pense qu'un gars comme toi, ça arrivera à tirer la quintessence de cet outil-là. Mais rien que déjà en version gratuite, tu as plein de liens entre plein d'outils, entre un flux RSS et puis des comptes Twitter, Facebook. Tu peux lier ça avec du Slack, enfin, tu peux vraiment tout faire avec du Mailchimp. Toi, tu peux faire des trucs super là-dessus. C'est vraiment un outil qui est super intéressant. Moi, j'utilise de manière simple, mais toi, tu as Buffer, tu as Delivery, tu as Zapier. Ces trois trucs-là, ils permettent de faire beaucoup de choses. Après, tu as d'autres applis, tu as TweetDeck, tu as plein de trucs comme ça qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, avec Zapier Avec Zapier, par exemple, je prends des flux RSS que je vais republier soit sur des comptes Twitter, des comptes LinkedIn ou des choses comme ça. En fait, tu as vraiment énormément de zaps. Enfin, ce qu'ils appellent les zaps, c'est les applications et tu peux relier plein de choses. Tu peux, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit dans un newsletter, après tu peux le mettre en fait une alerte ou un renvoi de message X jours plus tard. C'est vraiment super truc. C'est vraiment un bon outil. Alors après, au bout d'un certain nombre de... alors attends, là, je ne me suis pas connecté, mais tu peux avoir plein comme ça d'automatismes. Il peut te sélectionner par exemple les meilleurs GIFs sur Giphy. Ça m'était un moment à arriver parce que j'avais besoin de faire des illustrations et tu envoies tous les jours par mail les trucs qui sont les plus partagés. C'est un truc qui te fait des trucs automatiques en fait. Vraiment bien. Et puis après, si tu codes, tu peux faire des trucs assez magnifiques là-dessus. D'accord, ok. Alors bon, j'ai une question. Alors, est-ce que tu vas pouvoir répondre parce que même si toi tu es quand même plus dans le B2B, mais bon, tu as traité avec pas mal d'e-commerçants. Si tu devais lancer un e-commerce aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous détailler un plan d'action des premières étapes que tu mettras en place pour... Ouais, bah en fait déjà, avant je vérifierais qu'il y a vraiment une demande qui a suffisamment de marge. Qu'il n'y a pas trop de concurrence. Alors tu peux te différencier après, par exemple, au lieu de faire le truc le plus large, tu fais le plus précis, ou alors tu fais genre le deal du jour, ou tu fais des boîtes, enfin bref, je vérifie vraiment déjà qu'il y a un marché et que c'est rentable, et je vérifie déjà que j'ai les moyens de tenir 6 mois, 9 mois avec zéro revenu. Parce que et des dépenses parce que le temps que le site se lance, le temps qu'on commence à générer un peu de trafic, de machin et tout ça, il faut pas se dire que comme c'est une boutique sur internet, ça coûte rien ou au contraire ça coûte comme dans le commerce physique, l'e-commerce c'est juste du commerce l'e-commerce c'est juste du commerce sur internet. Quand tu lances une boutique, tu t'imagines pas avoir commencé avec de quoi faire un mois. T'as du stock, du machin, du bidule. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à se dire que l'e-commerce, ok, tu peux débuter en low cost, mais il faut quand même avoir un peu de finance. Faut pas rêver. Donc déjà, vérifier un marché, avoir un peu de finance, ensuite préparer l'arrivée de mon blog, enfin l'arrivée de mon site. Parce que le temps que je prépare l'idée, que je monte le site, les statuts, le machin, le bidule, le truc chouette, donc j'achète le nom de domaine, je trouve un nom qui serait avec de l'émotion, un nom qui ferait un petit peu rêver, qui serait segmenté. Je ne chercherais pas à faire par exemple tout pour BD, mais ça serait plutôt le spécialiste de l'écharpe de portage. Alors, je dis n'importe quoi, mais il faut bien sûr qu'il y ait assez de volume et assez de marge dessus. Et je dirais, voilà, chez moi,
Vous allez retrouver les meilleures écharpes de portage, les tests, je les montre, vous pouvez montrer des trucs en photo, etc., etc. Donc, et même si vous êtes sur Paris, tous les vendredis, je vous propose de se voir dans un café un soir, on ira boire un petit verre et je présenterai mes produits, etc., etc. Donc, j'essaierai d'avoir un truc un peu différenciant des autres, pas essayer de faire comme tout le monde, mais vraiment avoir une vision différente. Vérifier donc je peux en vivre correctement. Donc, je monte le blog pour tout simplement commencer à créer une liste, je parle un peu du sujet, je me référence sur quelques mots-clés, et donc dès que je suis prêt, bam, je bascule sur le site e-commerce normal, je garde le blog qui est derrière, qui me permettra toujours de continuer à avoir un peu ce référencement, cette notoriété. Ensuite, bien entendu, dès le départ, je mets en place des techniques de PPC, Facebook Ads, on a déjà parlé, AdWords, bien entendu. Bon, après, pourquoi pas tester un peu du Bing aussi, why not, hein, ça représente pas beaucoup de trafic, mais bon, voilà, j'essaye d'avoir un petit peu tout ça. Bien sûr, j'essaie de référencer mes meilleurs produits sur les places de marché. J'utilise des outils pour automatiser tout ça, des shopping flux, des easy flux. Bon, ça coûte aussi un petit peu d'argent, mais bon, ça permet de simplifier un peu le travail, parce qu'au début, on fait beaucoup de choses en fait à la main. Il faut aussi être un petit peu, faut être un petit peu, comment dire, au départ, il faut investir un peu d'argent pour se dire, ok, ça va être plus simple après parce que je vais gagner du temps sur un certain nombre de choses. Donc j'essaye de me concentrer après sur des outils de génération de trafic qui vont m'amener du trafic à court terme. Alors je peux le faire, par exemple, moi j'ai déjà fait du sponsoring de newsletter, travailler en partenariat avec des gens qui ont déjà un trafic, avec de l'affiliation. Avec ClickMeter, par exemple, tu peux faire une petite affiliation simple. Tu essaies un peu de travailler là-dessus pour générer du trafic à court terme et générer des ventes vraiment à très court terme. Voilà. Et en même temps, en parallèle, je travaille un peu mon SEO. J'essaye après, pourquoi pas, de faire de l'événementiel, c'est-à-dire que j'essaie peut-être de travailler avec des gens qui ont une notoriété là-dessus. Pourquoi pas imaginer faire du physique, dire que tiens, je dis tiens, rendez-vous à tel truc, à tel endroit pour se rencontrer. Les gens aiment bien voir les gens avec qui on travaille. Et si tu as des gens qui se déplacent, c'est vraiment intéressant. Donc après, en dispositif après de promo, pure promo, bien entendu, je mets en premier, et ça c'est super essentiel, je mets en place une newsletter. Même si les gens en fait, une newsletter ont plutôt un moyen de récupérer les coordonnées, un guide d'achat, par exemple, comment choisir son écharpe de portage ou 10 techniques pour son écharpe de portage, et je le mets tout de suite en pop-up sur le site. Alors bref, faut voir si quand t'as pas beaucoup de monde, faut quand même essayer de mettre un pop-up ou alors mettre un chat ou un truc. En tout cas, au départ, faut créer une liste de prospects. Et je leur envoie après régulièrement des messages et mets en place en fait un autorépondeur. Je peux utiliser Mailchimp, je peux utiliser Aweber, je peux utiliser GetResponse, je peux utiliser plein de sites comme ça en fait, qui me permettent en fait d'aller envoyer directement des messages derrière aux clients. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le départ. Je surveille un peu bien sûr mes conversions, ça c'est vraiment essentiel, parce que je peux dépenser de l'argent et par exemple AdWords ou Facebook Ads typiquement, tu peux dépenser beaucoup d'argent et pas avoir beaucoup de clics. Donc il faut vraiment, c'est pareil pour les places de marché, hein, c'est la même chose. C'est essentiel vraiment de savoir qu'est-ce qui rapporte ou pas. Et c'est vrai que pour un e-commerçant au début c'est pas facile parce que il y a tellement de choses à connaître, à la fois en termes de logistique, de retour, de service client, et en même temps de web marketing, que c'est pas simple. Et moi je recommanderais d'essayer d'avoir un stagiaire avec soi au départ, parce que être tout seul c'est dur. On a bien sûr souvent le soutien de sa famille, mais c'est un petit peu compliqué. Et au départ d'avoir un stagiaire, bon forcément on ne pourra pas le payer des millions, on va payer le minimum. D'avoir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut te soutenir, c'est quand même pas mal au départ aussi, parce que t'es un petit peu seul et tu as beaucoup de choses à faire, et quelqu'un qui est là pour t'accompagner, ça aide beaucoup aussi. Puis après, bien sûr, rencontrer d'autres e-commerçants, ça aussi c'est essentiel, parce que être entrepreneur, c'est partir à l'aventure souvent seul. Et moi je l'ai vécu, c'est vrai que tu es chez toi, tu as une to-do list avec un truc énorme à faire, tu as les priorités, tu as plein de trucs, tu as de l'administratif, tu as ta compta, ton machin à faire. Donc bien gérer ses priorités, commencer le matin par ce qui est important, sur une to-do list avec, aujourd'hui je fais un truc qui est essentiel, c'est ça, puis après je fais les deux trucs et je commence par exemple parfois par les
après il y a des urgences toujours, mais bon, j'essaye vraiment d'exploiter vraiment mon temps là-dessus, mais de rencontrer aussi des gens extérieurs parce que parfois on reste coincé et exploité chez soi et puis on bénéficie pas de retours d'expérience d'autres personnes qui peuvent nous aider, donc rencontrer d'autres entrepreneurs, passer une soirée, des choses comme ça, sortir un peu du train-train habituel et parfois mettre en place des partenariats. Voilà. Ouais, bah, c'est un bon programme, il y a du boulot, mais je suis globalement complètement d'accord avec tout ça parce que voilà, un e-commerçant qui se lance, les e-commerçants qui n'ont pas encore vraiment réfléchi à au lancement de leur site, en règle générale, ils voient juste la création du site alors que c'est pratiquement rien. Maintenant, moi je conseillerais presque maintenant, bon moi c'est plutôt PrestaShop, mais tu peux le faire avec toutes sortes de plateformes, c'est de lancer un PrestaShop, éventuellement mettre un thème graphique et voilà, et c'est vraiment le pas le plus long, ni le plus cher, ni le plus compliqué de créer le site. Et c'est vrai que tout ce que tu as dit avant, la préparation, l'étude de marché, tu n'en as pas parlé, mais je pense que tu mets ça aussi dans l'étude de marché, c'est définir son client. Voilà, tout ça, ça prend du temps, il faut le faire correctement. Et après, le marketing derrière, donc comment amener des clients sur le site, c'est primordial. Et malheureusement, les commerçants ont un peu de mal à se rendre compte de la masse de travail, surtout au début. Après, voilà, avec des techniques comme tu donnes, on peut automatiser pas mal de choses et regagner du temps. Si on le fait dès le début, c'est très bien, ça demande des compétences. La publicité aussi, moi, j'aurais tendance à conseiller, quand on ne s'y connaît pas, Facebook, AdWords, tout ça, quand on commence à aller dans la pub, là, on hallucine un petit peu devant les formulaires. Et à chaque fois, quand on va cliquer sur OK, c'est de l'argent qu'on aura mis dedans. Et moi, je conseille peut-être de partir de décider, en fait, avant même de faire de la pub, de prendre une formation qui va nous aider. Et je pense que c'est quelque chose d'ultra rentable extrêmement rapidement parce que... Ah bah, de toute façon, AdWords, clairement, tu peux pas faire appel à un spécialiste AdWords pour t'optimiser tes campagnes, parce que moi, c'est ce que je disais, si tu veux faire appel à un spécialiste AdWords, il faut au moins claquer au minimum, mais vraiment au minimum, 2-3 000 euros d'AdWords par mois, parce que autrement, c'est pas rentable. Le mec, il va te prendre une journée, quand je dis une demi-journée, c'est minimum une journée pour optimiser tes campagnes, donc tu peux pas faire appel, tu dois te démerder tout seul. Et là, en fait, t'as la chaîne AdWords France. Ouais, moi, je la recommande toujours parce que, mine de rien, en fait, elle est quand même pas mal. Si tu connais vraiment rien à rien, tu peux ici voir comment ça marche, les basiques. Et la chaîne officielle, c'est AdWords France. Bon, après, il y a plein de vidéos. Hein. Sincèrement, ça fait... si tu regardes tout, tu en as pour un paquet de temps. Mais il y a des trucs assez sympas, quoi. Ouais, c'est plein de vidéos. Voilà, quand je dis se former, tu as des formations payantes qui peuvent être très bien, après il faut essayer de bien la choisir, mais après tu as pas mal d'infos sur YouTube. Ah, sur le web, ouais. Internet, quoi. Moi j'ai l'exemple. Tu as aussi tuto.com qui est pas mal pour certaines thématiques. Alors, par exemple, ils sont pas très bons malheureusement au web marketing. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est plutôt pour les graphistes. Mais en fait, tu as un petit peu de trucs sur e-commerce marketing. Voilà, tiens, il était là. Hop, t'as un peu de trucs, t'as un peu de formation, puis c'est pas trop cher. Tu payes un truc 20, 30, 40, 50 euros. Taper, bon, ça c'est un peu... Forme débuter avec AdWords, tu vois, t'as des petits trucs en 2h30. T'as quand même des petits trucs, tu vas pas faire des trucs de folie là-dessus. Ils ont pas beaucoup de catalogues dans le domaine. Ils ont pas beaucoup de formation. C'est vraiment très orienté graphisme, mais ça te permet d'avoir au moins des bases, quoi. Parce que le problème, c'est que tu peux vite t'éparpiller. Mais de toute façon, ça devient très vite complexe. Hein. AdWords, AdWords, le principe il est super simple et Google il fait tout pour que tu dépenses de l'argent. Mais après, d'ailleurs, tiens, je recommande toujours d'utiliser AdWords Editor. Parce qu'il y a encore des gens qui connaissent pas du tout cet outil-là. C'est un outil gratuit de Google qui t'amène en fait de gérer en offline, c'est-à-dire pas avec l'interface du site web, mais avec un logiciel à télécharger. Et ça permet tout de suite de faire des modifs à la volée. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. Hein. Voilà. J'avais utilisé et tu n'arrives plus à aller dans l'interface web de AdWords quand tu utilises AdWords Editor parce que ça va tellement plus vite que l'interface,
web d'AdWords, elle est affreuse, quoi. Mais elle est faite pour les débutants, c'est pas la même chose. Ouais. L'interface web, elle est faite pour les mecs qui connaissent rien. AdWords Editor, il est les plus, enfin, si mettaient ça sur le web, ça serait également dire, oh putain, c'est compliqué. Et que là, les gens sur Internet, même, c'est quand même compliqué la version web, mais bon, là, quoi. C'est assez compliqué. Ouais. Moi, j'ai un exemple de e-commerçant sur Facebook qui investissait de la publicité, donc il avait commencé, et puis il récupérait, en fait, il arrivait à récupérer ce qu'il dépensait simplement. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'au départ... Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent pas. Voilà, mais au départ, il était parti avec 100 euros, et puis après 200, 300, puis il était arrivé à pratiquement 1000 euros par mois sur Facebook. Et le truc, c'est qu'en fait, il s'était pas rendu compte que... Enfin, ici, il s'en était rendu compte, mais ça n'avait pas vraiment d'intérêt, parce qu'au final, il était toujours à 1000 euros dépensés et 1000 euros de gagnés, en fait. Alors qu'avant, il était à 100 euros dépensés, 100 euros de gagnés. Alors, alors après, il y a quand même une chose à savoir, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé de là, j'ai parlé rapidement de messages, d'autorépondeurs et tout ça, mais pour moi, en fait, en e-commerce, bien sûr, il faut calculer son coût d'acquisition, enfin, il faut avoir une idée de son coût d'acquisition, mais surtout, en fait, il faut se dire que tu fais ta marge à partir de la deuxième commande, quoi, grosso modo, enfin, ta marge. Tu commences vraiment à gagner bien ta vie si tu arrives à faire recommander les clients. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut véritablement mettre en place, c'est dire, ok, je vends un client, mais derrière, après, c'est pour ça que la liste est importante, pour faire des promos, envoyer des promotions ciblées derrière aux clients. Les gens qui ont commandé, je sais pas, un bikini l'été dernier, je vais peut-être leur proposer un nouveau bikini de la même marque ou d'une marque un peu différente l'année d'après. Les gens, ils sont fans de Stan Smith, je sais qu'il y a une marque qui est un peu équivalente, où j'ai leur anniversaire, leur date de naissance, et hop, je leur envoie un truc là-dessus. Donc la feed en e-commerce, elle est essentielle, parce que c'est vrai que, comme tu as dit, il y a beaucoup d'e-commerçants qui se concentrent sur acquisition, et qui vont faire du Facebook Ads, vont faire du AdWords non-stop. Or, en fait, leur base client est encore plus importante, et je pense que c'est plus important encore d'essayer de vendre à plus de clients, enfin plus à ses clients existants, d'aller non-stop chercher des clients non-stop. Oui, en fait, l'acquisition, ça devrait servir que à de la croissance en théorie, et non pas à maintenir l'activité, à mon sens. Ça, malheureusement, c'est pas facile. Il y a certains secteurs où tu as du mal à faire recommander les gens. Le bon de commande, le bon promo, le code promo peut fonctionner, ou les bonus. Faut éviter aussi, il faut faire attention à sa marge. Hein. Vraiment, c'est ça qui est souvent le souci. C'est que la tendance facile, c'est offrir les frais de port, offrir du bon de réduc. Et finalement, après, tu gagnes plus grand-chose, quoi. Alors, je voulais aussi te demander si tu pouvais nous parler de ton produit qui s'appelle la Star Marketing Academy. Tu as envoyé un mail récemment à ta mailing list, donc je l'ai reçu, et c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'en discuterait pas? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, et est-ce que c'est intéressant pour les e-commerçants, justement, d'aller... Alors, ouais, on en a parlé vraiment rapidement au départ. En fait, c'est une formation de growth hacking, comme on dit. Hein. C'est en fait plein d'outils qui permettent en fait de gagner du temps, de générer du trafic. Alors, c'est vrai qu'elle est plus génération de trafic, moins e-commerçant. Par exemple, là, j'explique comment faire du news checking, comment faire une enquête ou un sondage pour générer du trafic, comment afficher des pubs et des trucs dans un blog. Enfin, c'est des petites vidéos, c'est une petite formation, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui me disaient, voilà, j'ai acheté des formations vidéo, mais en fait, j'ai du mal en fait à les mettre en application, ou c'est pas pratique, ou c'est trop long. Et en fait, j'ai fait vraiment, c'est des trucs et astuces. Tous les mois, tu as une demi-heure, 1 heure de vidéo, et j'explique des trucs et astuces pour générer du trafic, pour améliorer la conversion, etc., etc. Alors, c'est B2B et B2C. C'est applicable immédiatement, du coup, une fois que tu as vu la vidéo. Ah oui, c'est que des trucs, toi, par exemple, toi, ce fameux truc là de, là, je sais pas pourquoi ça m'affiche, de notification, ça se met en place en 10 minutes. Le truc ClickMeter dont j'ai parlé tout à l'heure, ça se met en place en 5-10 minutes. Donc, j'essaye de donner vraiment des astuces qui peuvent se mettre en place rapidement, et qui nécessitent pas en fait de suivre un cursus parce que souvent en fait les formations, les gens disent ouais, j'ai regardé ta formation, et puis après t'as mis en application, ah ouais, j'ai mis en application 2-3 trucs, bah ouais, et pourtant ils disent ouais, c'est bien, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai pas de souci, pas cela. Là, le but c'est de recevoir tous les mois une vidéo, 2-3 vidéos qu'on peut mettre en place super rapidement. Voilà, c'est ça le concept, parce que je le vois, les gens ont plus le temps, et
et comme ça en fait ça permet d'avoir quelque chose de simple. Alors pour l'instant le prix est à 9,90, 9,90 € par mois, donc ça veut dire que c'est vraiment rien. Peanuts, ça va passer à 25 €. Là, j'avais dit que je le ferais au début octobre. Donc en fait, ça passera après à 25 € par mois pour recevoir des trucs et astuces. On s'arrête quand on veut. Donc voilà, c'est fait pour répondre en fait à des demandes de gens qui veulent des trucs et astuces. Alors par contre, on ne trouvera pas là-dedans une formation complète à AdWords. On va pas trouver le référencement d'un site e-commerce de A à Z. C'est que du truc et astuces, que des petites perles ou des petits outils que je trouve et qui permettent de gagner du temps. Voilà. D'accord. Et donc, donc tu disais c'est un abonnement, tu te désabonnes quand tu veux. Tu dis c'est 9,90 €, c'est-à-dire que si on s'abonne là, maintenant. Ouais, jusqu'à peu près début octobre, faut que je fasse en fait le changement. J'ai un petit script à changer pour changer le pricing. Oui, donc globalement, c'est un peu ce que tu nous as présenté déjà depuis le début qu'on discute, quoi, tout un tas d'outils qui sont pratiques, faciles à utiliser, et tu expliques comment l'utiliser. Le chat, par exemple, j'explique comment ça marche le chat, j'explique comment, avec un outil qui s'appelle Thrive, on peut créer des landing pages en WYSIWYG, des trucs comme ça. En fait, j'explique par exemple la dernière vidéo que j'ai montrée, c'est assez marrant. Je l'ai pas là, j'ai fermé la fenêtre. Et j'explique que c'est le newsjacking, c'est-à-dire comment tu vas, par exemple, exploiter L'amour est dans le pré, ou Koh-Lanta, ou les micros, le truc des champs The Voice Kid là. Comment tu vas pouvoir utiliser un peu le trafic qui est généré sur Twitter, sur ces événements-là, pour capter un peu de trafic. Par exemple, je l'ai fait encore pas plus tard que lundi, parce que ma femme adore L'amour est dans le pré. Et donc, comme on regarde ensemble, tu vois, moi ça me passionne pas plus que ça, mais je génère à peu près à chaque fois 200, 300 visiteurs sur mon site, en mettant un peu de contenu, en surfant sur les hashtags et tout ça. Donc j'explique un peu comment faire, et dès que tu as en fait sur Twitter alors comme je disais, Twitter c'est pas forcément la plateforme la plus intéressante pour un e-commerçant parce que c'est pas grand public, etc. Mais ça me prend 10 minutes, un quart d'heure en regardant la télé, et j'exploite en fait donc justement ces fameux tendances, et surtout ces émissions où il y a beaucoup de monde, où il y a genre 50 000, 60 000 personnes qui tweetent là-dessus, qui passe en fait mondial de l'auto qui va arriver bientôt. Ça tu peux dire tiens, mondial de l'auto, je peux dire tiens, j'ai du contenu sur mon site sur le mondial de l'auto, et je vais surfer sur cette tendance-là. En fait, il y a quelques techniques comme ça que j'explique, vraiment simples, qui prennent pas beaucoup de temps et qui permettent de capter du trafic. Oui, et d'ailleurs ça c'est un truc que les gens ne savent pas forcément si on n'est pas un peu au courant de comment ça fonctionne, mais justement ce que tu dis au niveau des émissions télé et l'interaction avec Twitter, moi j'ai regardé, je ne sais plus quelle émission télé, je ne sais plus ce que c'était, justement de temps en temps ils disaient n'hésitez pas à partager sur Twitter, tout ça. Et du coup j'étais allé voir sur Twitter et j'avais calculé qu'à peu près en toutes les 10 secondes, il devait y avoir 30 tweets qui apparaissaient sur 1h30 d'émission. C'est assez impressionnant, et du coup c'est vrai que si tu arrives à utiliser ça à ton avantage, c'est pas une source de trafic sur le long terme, mais sur le coup, tu peux décrocher quelques visites, quelques clients, et c'est pas très compliqué à faire parce que ça va te coûter un tweet, quoi. Ouais, voilà, tu vois là, j'ai regardé une vieille pub que j'avais sur les bagnoles, et là en fait, alors normalement, là je vais faire un truc simple qui est pas le plus évolué, mais donc là je vais prendre un petit hashtag, ça s'appelle Mondial Auto. Ok, Mondial Auto Paris, parce que c'est celui qui est le plus, c'est celui qui est le plus tapé. Voilà. Et votre voiture, et vous, votre. Voilà, votre. Il faut que je tape, là, parce qu'en fait, comme on est en train d'enregistrer l'écran, votre voiture, elle sent ça. Aussi. J'essaye d'engager, en fait, le lecteur. Tac, donc toi, tu as le droit à une formation live. Je vais après aller regarder ici, tu vois, sur le mondial de l'auto, quels sont les comptes qui tweetent le plus. Parce que tweeter comme ça dans le vide, moi je dis Twitter, c'est comme si tu envoyais un SMS à tout le monde et à personne. Il n'y a personne qui regarde ce que tu fais, ça sert à rien. Donc en fait, je vais essayer de regarder des gens qui ont beaucoup de retweets. Alors là, il y en a 2, ça suffit pas. Mondial de l'auto, il y en a combien je peux voir si. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des comptes où il y a beaucoup de retweets.
On va essayer d'en trouver un. Là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Toi, c'est pas... Là, il y en a un peu plus ici. Renault Z2, ouais, mais bon, c'est pas tout à fait... Hop, mondial auto. Je cherche là, toi, il y a un retweet, ça c'est pas suffisant pour moi parce que faut que je trouve un compte où il y a il y a vraiment de l'activité. S'il n'y a pas d'activité, ça m'intéresse pas. C'est peut-être un peu mieux. Pijoux, ouais, tête de presse. Je vais quand même essayer de trouver un compte là. Je vais chez 26, voilà. Volkswagen France. Bon, ça c'est pas. Ouais, c'est pas. Je vais peut-être essayer de trouver un truc un peu plus rétro-mobile. Parce que bon, tu vois, Carpation, voilà. Parce que Volkswagen France, ils vont jamais en fait retweeter ce que j'ai fait. Par contre, Carpation, c'est un truc sur les passionnés de bagnole. Allez, tac. Moi, la bagnole, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Allez, tac. Donc, Carpation, tac. Et je vais aller ici télécharger ma petite photo. Parce que là, j'ai une... hop, je vais mettre quoi quel est le plus drôle? Je vais mettre celui-là, tiens. Tac. J'ai enregistré l'image sur mon bureau. Donc là, tu vois, c'est le newsjacking en live. Donc bien sûr, il ne faut pas le faire juste une fois, il faut le faire en plein de fois. Mais là, je vais le faire juste une fois. Tac. Paf. Donc voilà, il va uploader l'image. Et pour vous, votre voiture, elle sent quoi? Elle sent quoi? Et vous, dans votre voiture. Et vous, dans votre voiture, ça sent quoi? Ça, on engage le lecteur. Et vous, dans votre voiture, ça sent quoi? Parce que j'ai une tendance parfois à aller trop vite et hop, et à réécrire le truc. Donc tu vois, je mets le hashtag, je mets un site un compte Twitter qui est bien actif. Voilà, et donc c'est parti. Donc tu fais ça 3-4 fois, et 3-4 fois ou plus, hein. Sur du contenu que tu as sur ton site, une fiche produit, par exemple un produit original, ou un article de blog, ou un truc dans le genre, et bam, tu essayes de capter du trafic, parce que tu espères que Carpation, il va retweeter ton truc, que les gens qui sont passionnés par Mondial de l'Auto soient intéressés par tout ça. D'accord? Et voilà, donc... pour le coup, toi, bon, bah là, évidemment, le tweet, il va pas... Là, j'ai pas traqué. Tu vois, j'aurais dû... j'ai pas pris de bon réflexe, j'aurais dû le traquer par clickmeter. Et comme ça, j'aurais su le nombre de personnes qui ont cliqué là-dessus. Et j'aurais su, après, combien d'abonnés à ma newsletter j'aurais eu. Grâce à ça. Ah oui, c'est vrai que c'est assez puissant, du coup, parce que tu vas savoir exactement le tweet qui t'a ramené des inscrits. Exactement. Le tweet... alors après, je vais pas aller jusqu'au tweet, je vais plutôt aller jusqu'à la campagne. Je vais faire une campagne qui s'appellera Newsjacking Mondial de l'Auto. Et donc, je vais dire, bah tiens, j'ai fait par exemple 3 tweets qui sont avec une URL qui est à peu près similaire ou différente. Et puis voilà, quoi. C'est plus pratique comme ça. Voilà. Et là, pour le coup, bon, bah, toi, c'est un truc sur la voiture, etc. Donc, il y a pas forcément... Il y a peu de chances quand même que ça t'apporte beaucoup de trafic ciblé, mais c'est vrai que une personne... Enfin, il y a énormément d'émissions. C'est dans le B2C, oui, c'est différent. Hein. Voilà, si tu vends du matériel de cuisine, tu peux faire ça pratiquement tous les jours de la semaine, vu le nombre d'émissions de cuisine qu'il y a, quoi. Et je pense que ça peut carrément être une stratégie. Ça peut être une stratégie, ça prend du temps. Il faut vraiment y réfléchir un petit peu. Il faut qu'il y ait du volume. Si tu n'as pas de volume, si tu n'as pas, là tu vois, 6000 tweets, ça commence à bouger un petit peu, mais il faut qu'il y ait du volume. Si tu n'as pas de volume, ça ne sert à rien. Et puis surtout, il faut engager les comptes Twitter et être visible, donner un petit peu d'humour et des choses comme ça, quoi. Mais voilà, comme on disait, si tu utilises un outil qui te permet de traquer tout ça, bah, tu le sais assez rapidement. Bah, tu vois, là, regarde, déjà, j'ai eu un like. Tu vois, Joachim Detman a aimé votre tweet. Alors, bon, c'est un tout petit compte. Malheureusement, toi, il a 0 tweet, 1 abonné. Mais bon, c'est pour te dire que ça, il y a 2 minutes, tu vois, ça donnait déjà quelque chose. C'est un exemple, le newsjacking. Voilà. Ok. Bon, et est-ce que tu as d'autres projets à venir dont tu voudrais nous parler
que tu as Bon, prévu. voilà, je suis débordé. Là, je vais écrire un bouquin en fait sur le gros hacking. Donc, ça va être un bouquin qui va sortir aux éditions Duno, on va dire en mai prochain. Donc, je vais coécrire ça avec 2-3 personnes. Et donc, ça va être un bouquin où je vais donner encore plein de trucs et astuces comme celui-là, en fait, hein, pour générer du trafic sur le web. Ok, bah c'est cool. Bah, faudra que tu me préviennes parce que je pense que Je t'enverrai un exemplaire dédicacé par l'auteur. ce sera avec plaisir et je pense que tu t'auras gagné une critique sur mon blog. Il y a de grandes chances. Ok, bah écoute, bah merci. On peut dire que t'es pas avare en conseils, c'est super agréable. Je pense que les commerçants vont avoir du pain sur la planche. Bah écoute, je te remercie. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là.